Paragraphe 2. La promesse unilatérale de vente. Le paysage de la promesse unilatérale de vente, PUV, pour faire court, est longtemps apparu troublé. Ce fut même l'un des points les plus discutés du droit des contrats jusqu'à ce que l'ordonnance du 10 février 2016 intervienne pour modifier en profondeur son régime juridique dans le sens souhaité depuis longtemps par la doctrine. Comme pour le pacte de préférence, nous étudierons d'abord la définition de ce contrat grand A et ensuite son régime juridique grand B, en distinguant les solutions jurisprudentielles antérieures à 2016 et les solutions législatives postérieures. Grand A, définition de la promesse unilatérale de vente. Comme pour le pacte de préférence, l'ordonnance de 2016 a posé une définition législative très complète de la PUV qui figure à l'article 1124 alinéa 1er du Code civil. La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. C'est ce droit d'option, ce délai d'option, qui fait la marque distinctive de la PUV. Soit le bénéficiaire lève cette option pendant le délai stipulé, et la vente est formée à ce moment-là, soit l'option n'est pas levée par le bénéficiaire au terme du délai convenu, et il n'y a alors pas de vente. La promesse est caduque. Le promettant peut certes conclure la vente avec le bénéficiaire s'il le souhaite, mais il n'y est plus tenu. Dans la très grande majorité des cas, la PUV détermine le délai d'option avec précision. Mais ce délai peut aussi être indéterminé. Après un délai raisonnable, le promettant peut dans ce cas mettre le bénéficiaire en demeure d'opter. En tout état de cause, le délai d'option expirera au bout de 5 ans, en vertu de l'article 2224 du Code civil, qui fixe le délai de prescription des droits personnels. En principe, la PUV est un contrat consensuel. Ce principe connaît cependant 2 exceptions qui, toutes deux, concernent la matière immobilière. La première exception résulte de l'article 1589-2 du Code civil, selon lequel est nul et de nul effet toute PUV afférente à un immeuble, ainsi qu'à quelques autres actes et droits énumérés par ce texte, si cette PUV n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Le but de ce texte, qui figurait autrefois dans le Code général des impôts, est d'éviter que les parties ne dissimulent une partie du prix de vente. La seconde exception est quant à elle prévue par l'article L290-1 du Code de la construction et de l'habitation. Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à 18 mois, est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique lorsqu'elle est consentie par une personne physique. Ce texte vise à protéger les promettants contre la voracité des promoteurs immobiliers qui se feraient consentir des PUV de longue ou de très longue durée. Revenons maintenant à l'économie générale de la PUV. Le bénéficiaire étant libre de lever ou non l'option, le contrat ne crée pas d'obligation à sa charge. Son acceptation porte sur la promesse qui lui est faite et non sur la vente à venir qu'il pourra choisir de conclure ou non. Il en résulte que la PUV est un contrat unilatéral qui n'oblige que le promettant. Celui-ci s'engage à immobiliser son bien, c'est-à-dire à ne le vendre à personne d'autre que le bénéficiaire de la promesse pendant le délai stipulé. Enfin, comme l'indique la définition de la PUV, désormais posée par la loi, les éléments essentiels du contrat projeté doivent être déterminés dans la promesse. S'agissant d'une promesse unilatérale de vente, cela signifie que la chose et le prix doivent être fixés avec précision dès la conclusion de la PUV. Pour le prix, il s'agit, souvenez-vous, d'une différence importante avec le pacte de préférence. Dans la PUV, l'idée fondamentale est qu'il ne manque plus que le consentement du bénéficiaire pour que la vente soit formée.
C'est exactement ce que dit le nouvel article 1124 du Code civil. L'ordonnance de 2016 a ainsi consacré l'analyse doctrinale très majoritaire de la PUV, analyse dont la Cour de cassation s'était quant à elle et malheureusement écartée à propos de la sanction de la promesse unilatérale, et c'est ce que nous allons voir en étudiant son régime juridique. Grand B, le régime juridique de la promesse unilatérale de vente. 2 points doivent ici être abordés en détail. D'abord, il est fréquent que le bénéficiaire de la promesse soit tenu de payer une somme d'argent en contrepartie de l'option qui lui est offerte. La pratique parle d'une indemnité d'immobilisation. Sa qualification juridique et son régime ont posé certaines difficultés que l'on va étudier dans un petit temps. Ensuite, on abordera la question de la sanction de la PUV, sujet sur lequel la jurisprudence et la doctrine se sont farouchement opposées pendant plus de 20 ans. On verra que l'ordonnance de 2016 a finalement donné raison à la doctrine. Il s'agira d'un petit 2. Petit 1, l'indemnité d'immobilisation. L'indemnité d'immobilisation est une somme d'argent versée par le bénéficiaire au promettant qui soit reste acquise au promettant si l'option n'est pas levée, soit s'impute sur le prix de vente en cas de levée de l'option. L'indemnité d'immobilisation vient alors en déduction du prix de vente. Nous verrons quelle est la bonne qualification de cette indemnité, petit a, et quel est son régime juridique, petit b. Petit a, la qualification de l'indemnité d'immobilisation. L'indemnité d'immobilisation n'est ni une clause de dédit, ni une clause pénale. Selon la Cour de cassation, elle est, je cite, « le prix de l'exclusivité consenti aux bénéficiaires ». Reprenons successivement ces 3 points. L'indemnité d'immobilisation n'est pas une clause de dédit. Le dédit, vous le savez, est un droit de repentir qui donne à son bénéficiaire la faculté de se désengager du contrat moyennant le paiement d'une somme d'argent. Or, la PUV est un contrat unilatéral qui ne crée d'obligation qu'à la charge du promettant. Le bénéficiaire n'est pas encore engagé puisqu'il dispose d'une option. Il ne saurait donc revenir sur son engagement. L'indemnité d'immobilisation n'est pas non plus une clause pénale. Le raisonnement est le même. La clause pénale, qui a une fonction comminatoire, dissuade le débiteur de violer son engagement en fixant un forfait de dommages-intérêts dû par le débiteur s'il ne s'exécute pas. La clause pénale sanctionne donc une inexécution du contrat. Or, le bénéficiaire de la promesse n'a pris aucun engagement tant qu'il n'a pas levé l'option. Aucun engagement d'acheter. C'est dans ce sens que s'est logiquement prononcée la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa 3e chambre civile le 5 décembre 1984. En l'espèce, l'enjeu de la qualification résidait dans la possibilité qu'aurait le juge de réduire le montant de l'indemnité stipulée sur le fondement des dispositions du Code civil relatives aux clauses pénales que vous avez étudiées l'année dernière. L'indemnité d'immobilisation n'est ni une clause de dédit, ni une clause pénale. Pour la Cour de cassation, qui a privilégié une qualification sui generis, cette indemnité est le prix de l'exclusivité consentie aux bénéficiaires. Cette qualification a été retenue pour la première fois par un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 décembre 1995. Dans cette affaire, la Cour d'appel avait jugé que l'indemnité réparait le préjudice éventuel causé au promettant par la non-levée de l'option. Et les juges du fond avaient décidé que les promettants n'ayant subi en l'espèce aucun préjudice, puisqu'ils avaient renoncé à la vente, leur demande en paiement de l'indemnité ne pouvait être accueillie. Cette solution du juge d'appel est cassée au visa de l'ancien article 1134 du Code civil qui énonçait le principe de la force obligatoire des contrats avant 2016. La cause de l'indemnité pour la Cour de cassation réside dans l'obligation du promettant de ne pas vendre son bien à autrui. Cette cause existe au jour de la conclusion de la PUV et peu importe, pour les juges, sa disparition ultérieure. Il en résulte que l'indemnité d'immobilisation doit être considérée comme un prix,
c'est le prix de l'exclusivité. Et puisqu'elle ne correspond pas à des dommages-intérêts, son montant ne peut pas être modifié. Petit b, régime juridique de l'indemnité d'immobilisation. La question la plus importante est celle de savoir si l'indemnité est absolument intangible ou si une modification judiciaire de son montant est possible. La Cour de cassation a jugé qu'aucune modification n'était envisageable sur le fondement de l'ancien article 1152 du Code civil relatif aux clauses pénales. Mais elle en a finalement admis la modification sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, donc sur le fondement, encore une fois, de la force obligatoire des contrats. Selon l'arrêt précité du 5 décembre 1984, il s'agit là d'une question d'interprétation de la volonté des parties. Les juges du fond doivent en effet rechercher si l'indemnité d'immobilisation a été fixée par les parties en fonction de la durée de l'immobilisation du bien. Si tel est le cas, et que la non-réalisation de la vente est caractérisée bien avant l'expiration du délai d'option, une révision judiciaire à la baisse de l'indemnité est envisageable. Cette jurisprudence, qui est d'application exceptionnelle, a été critiquée par une partie de la doctrine qui relève que l'interprétation de la volonté des parties est très aléatoire, sinon franchement divinatoire. Il faut aussi noter que les juges du fond se sont parfois fondés sur l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat pour réviser le montant de certaines indemnités convenues entre les parties. La jurisprudence de la Cour de cassation devrait cependant aujourd'hui s'opposer à une telle solution. Enfin, et même si la chose est également rare, il a pu être jugé, dans certaines hypothèses, que le montant élevé d'une indemnité d'immobilisation devait entraîner une requalification de la promesse unilatérale de vente en promesse synallagmatique. Promesse synallagmatique dont nous parlerons en détail dans le paragraphe suivant. Dans ce cas, les juges estiment qu'en raison de ce montant très élevé de l'indemnité, le bénéficiaire de la promesse perd en réalité la liberté de choix qui fait l'essence de la PUV. On peut citer en ce sens un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 qui ne fait que reprendre une jurisprudence initiée dès les années 1970. Entre-temps, il est vrai que quelques arrêts isolés s'étaient écartés de cette solution pourtant tout à fait pertinente, mais la décision de 2012 l'a rappelée avec force. Petit 2, la sanction de la promesse unilatérale de vente. C'est le deuxième point à étudier au titre du régime juridique de la PUV. Que doit-il se passer dans le cas où le promettant, avant que le bénéficiaire n'ait levé l'option, décide de ne plus vendre le bien ou lorsqu'il vend le bien à un tiers au mépris de la promesse qu'il a faite? On distinguera ces deux hypothèses. D'une part, celle de la rétractation pure et simple du promettant, indépendamment de l'intervention d'un tiers, petit a, et d'autre part, celle de la vente à un tiers, petit b. Petit a, la rétractation pure et simple du promettant. Si cette rétractation intervient avant la levée de l'option par le bénéficiaire, la Cour de cassation avait décidé, dans un très célèbre arrêt connu sous le nom d'arrêt Cruz, que la réalisation forcée de la vente au profit du bénéficiaire de la PUV était impossible. Selon cet arrêt, rendu par la 3e chambre civile le 15 décembre 1993, le promettant n'était tenu, avant la levée de l'option, que d'une obligation de faire qui devait se résoudre en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Et puisque l'option n'avait pas encore été levée par le bénéficiaire, la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés de vendre et d'acquérir. Tel était le raisonnement de la Cour de cassation. Il ne pouvait donc pas y avoir de vente forcée au profit du bénéficiaire de la promesse, qui devait se contenter d'une réparation par équivalent, donc de dommages-intérêts. L'immense majorité de la doctrine a vertement critiqué cette position dès son avènement en 1993 et jusqu'à sa mise à mort par l'ordonnance du 10 février 2016. Les critiques furent nombreuses, tant sur un plan juridique qu'en opportunité.
Sur un plan juridique, d'abord, la position de la Cour de cassation dans son arrêt Cruz apparaissait très discutable. 3 séries d'arguments pouvaient être avancées. Le premier argument était d'ordre technique. La Cour de cassation fondait sa solution sur l'ancien article 1142 du Code civil, au terme duquel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. On peut remarquer au passage que c'est la même disposition qui justifiait l'absence de substitution du bénéficiaire en matière de pacte de préférence avant le revirement de mai 2006, dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. Or, si l'obligation du promettant est bien une obligation de faire, tant que l'option n'est pas levée, il n'en reste pas moins que tout le monde s'accordait à penser, depuis le XIXe siècle, que l'ancien article 1142 du Code civil ne concernait que les obligations personnelles de faire, ou de ne pas faire, c'est-à-dire seulement celles qui mettaient en jeu la liberté personnelle du débiteur. C'est l'exemple classique, que vous avez dû voir l'an dernier, du peintre que l'on ne peut pas contraindre à réaliser un tableau. Dans la PUV, au contraire, il est très facile de passer outre la rétractation du promettant, sans pour autant porter atteinte à sa liberté personnelle. Il suffit que le bénéficiaire lève l'option et que le juge contourne la rétractation du promettant en constatant que la vente est parfaite. La décision de justice, qui est un acte authentique, peut alors être publiée au fichier immobilier pour l'opposabilité au tiers. Un deuxième argument juridique pouvait être avancé pour critiquer la jurisprudence Cruz. Celle-ci s'accordait très mal, en effet, depuis 2006, avec la jurisprudence qui admet la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur de mauvaise foi en cas de pacte de préférence, comme nous l'avons étudié dans la leçon précédente. En comparant ces solutions, on constatait que le bénéficiaire d'une PUV était moins bien traité que celui d'un pacte de préférence, alors que le promettant a déjà consenti à la vente en cas de PUV, du moins selon l'analyse classique. Cela n'était pas du tout logique. Un troisième argument juridique, dans la suite du précédent, condamnait encore la jurisprudence Cruz. La Cour de cassation s'y opposait en effet à l'analyse classique de la PUV, selon laquelle le promettant a déjà consenti à la vente de son bien au bénéficiaire. Comme on l'a vu, il ne manque plus que la levée de l'option par le bénéficiaire pour que la vente se réalise. Voilà pourquoi on dit parfois que le droit du bénéficiaire de lever l'option est un droit potestatif, parce que le bénéficiaire peut acquérir le bien par un acte unilatéral de volonté. En refusant la conclusion forcée de la vente parce que le promettant se rétracte avant la levée de l'option, la Cour de cassation pulvérisait ce schéma puisqu'elle exigeait en quelque sorte que le consentement du promettant perdure jusqu'à la levée de l'option, faute de quoi il n'y avait pas de rencontre des volontés de vendre et d'acheter. Est-ce à dire que la Cour de cassation déniait toute force obligatoire à la PUV? Non, car la rétractation du promettant était bien sanctionnée. Le préjudice subi par le bénéficiaire serait réparé par des dommages-intérêts. La force obligatoire du contrat n'impose pas forcément l'exécution forcée en nature, en cas d'inexécution de ses obligations par le débiteur. Mais il n'en reste pas moins que la jurisprudence Cruz portait atteinte à l'efficacité des PUV. D'où un second type de critique, cette fois en opportunité. En opportunité, la solution de l'arrêt Cruz était également mauvaise, car elle n'était pas du tout dissuasive pour le promettant. Concrètement, les choses pouvaient très bien se passer de la manière suivante. Le promettant trouvait un acquéreur potentiel prêt à payer plus que le bénéficiaire de la promesse. Si cette différence de prix couvrait le montant des dommages-intérêts dus au bénéficiaire et lui laissait un certain bénéfice, alors le promettant avait tout intérêt à violer sa promesse. Et cela d'autant plus que l'évaluation du préjudice subi par le bénéficiaire est toujours délicate et que le montant des dommages-intérêts accordés par les juges est généralement faible. Au bout du compte, on pouvait dire que cette jurisprudence encourageait indirectement la violation des PUV. En dépit de ces graves critiques, la Cour de cassation a toujours maintenu sa jurisprudence permissive en faveur du promettant. Tout au plus a-t-elle décidé d'y apporter un léger tempérament en décidant que les parties à la PUV étaient libres de convenir par une stipulation expresse du contrat
que le défaut d'exécution de son engagement de vendre par le promettant pouvait être sanctionné par l'exécution forcée. Arrêt de la 3e chambre civile du 27 mars 2008. En d'autres termes, la PUV pouvait contenir une clause d'exécution forcée. Finalement, l'ordonnance du 10 février 2016 a abandonné la solution posée par l'arrêt Cruz en 1993. Tel est le sens du nouvel alinéa 2 de l'article 1124 du Code civil, je cite, « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis, sans que la stipulation d'une clause d'exécution forcée soit cette fois exigée. » Cette solution parfaitement claire est la seule qui soit souhaitable. Mais au terme de l'article 9 de l'ordonnance, le texte nouveau ne s'applique qu'au PUV conclu à partir du 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur. Il faut espérer que la Cour de cassation l'appliquera aussi au PUV conclu avant cette date, en opérant un revirement de sa jurisprudence Cruz. Petit b, la vente du bien à un tiers. Dans cette hypothèse, le bien est vendu à un tiers par le promettant qui ne respecte pas l'engagement qu'il a pris dans la PUV. Comme en matière de pacte de préférence, il convient alors de distinguer selon que le tiers est de bonne foi ou de mauvaise foi. Si le tiers acquéreur est de bonne foi, il ne peut pas y avoir d'exécution forcée de la PUV et donc pas de vente au profit du bénéficiaire. Avant la levée de l'option, il faut souligner que le droit du bénéficiaire est un droit de nature personnelle contre le promettant, un droit de créance, et non un droit réel sur le bien qui fait l'objet de la promesse. Autrement dit, la PUV n'est pas translative de droit. Et comme en matière de pacte de préférence, la sécurité des transactions exige que le droit réel du tiers de bonne foi soit préservé. Dans ce cas-là, le bénéficiaire devra donc logiquement se contenter de dommages-intérêts. Si le tiers est de mauvaise foi, la nullité de la vente qui lui a été consentie peut en revanche être obtenue par le bénéficiaire de la promesse, là encore, comme en matière de pacte de préférence. C'est ce que prévoit expressément le nouvel alinéa 3 de l'article 1124, également issu de l'ordonnance de 2016. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. Avant la réforme, la possibilité d'obtenir la nullité de la vente consentie au tiers de mauvaise foi était très théorique, car il suffisait que le promettant se rétracte avant de conclure la vente avec le tiers pour que cette rétractation soit inattaquable et donc la vente également. En pratique, le bénéficiaire devait donc encore se contenter de dommages-intérêts. Quant à la preuve de la mauvaise foi du tiers, la lettre du nouvel article 1124 est très claire. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. La preuve que le tiers connaissait l'existence de la PUV suffit donc. Il n'est pas nécessaire que le tiers ait su que le bénéficiaire voulait lever l'option.